comme vous êtes en études, je vais repartir à mes études. Moi, j'ai fait Sciences Po Paris. J'ai ensuite fait la London School of Economics. J'ai aussi fait une année de césure à New York, mais c'est peut-être peu relatif. Enfin, ça m'a donné envie d'entreprendre, mais c'est peut-être pas plus intéressant. Et j'ai monté un incubateur Social Tech à la London School of Economics en 2010. J'ai ensuite aidé à monter Techstars à Londres. Et les premiers accélérateurs de start-up, je crois que c'est en 2009 ou 2006, c'est Y Combinator aux États-Unis et son compétiteur, c'est Techstars. Ensuite, j'ai monté une start-up avec un entrepreneur italien sur la demande de visa en ligne entre 2012 et 2015. Ensuite, en 2015, j'ai monté TechRefugees, qui est une organisation qui venait mettre en lien réfugiés, non-profit, acteurs sociaux et humanitaires et la tech ensemble. Et puis, Systech, ça date depuis officieusement 2017. Le vrai programme est arrivé en 2018. Voilà. Et entre-temps, j'avais monté Girls in Tech en 2013, un truc comme ça. Et donc c'est fou parce qu'on se rend compte en vous écoutant que vous avez commencé très tôt à vous dire que ça vous intéressait à l'univers de l'entrepreneuriat et ce déclic, il est devenu d'où? Il n'y a pas eu de déclic pour moi, c'était assez naturel. Il y avait une association étudiante pour l'entrepreneuriat à la London School of Economics. C'était fait que de mecs. J'avais été les voir avant que les cours commencent. Ils m'ont dit, on fait des conférences. Je leur ai dit, ouais, vous faites vraiment quoi? Ils m'ont dit, on fait des conférences. J'ai dit, mais vous faites quoi? Ils m'ont dit, on fait des conférences. J'ai dit, vous faites... Et ils m'ont dit, tu te fous de notre gueule. Et j'ai fait, vous faites rien. Et parce que pour moi, l'entrepreneuriat, on fait, on parle pas. J'aurais dit, vous me permettez que j'ouvre un incubateur social tech. Mon opinion, qui n'est que mon opinion et qui n'est pas une vérité générale, c'est que il y a des personnalités qui aiment entreprendre à créer. Un artisan peut être un entrepreneur pour moi, hein. Il n'y a pas de définition très précise. J'ai fait des bonnes études. La plupart de mes potes sont dans des très bons postes, très bien payés. Ils pourraient jamais faire ce que j'ai fait. Ça les terrifie. Donc pour moi, ce qui n'est qu'une opinion, c'est aussi un caractère. Et encore une fois, c'est une opinion, hein. Je vois aussi beaucoup de gens qui étaient employés pendant des années, qui voient une bonne idée, qui deviennent, on va dire, intrapreneurs. Et je pense qu'ils sont parfois beaucoup plus intelligents, beaucoup plus efficaces que quelqu'un qui, dans mon attitude, c'est moi, je peux pas, j'ai envie de faire des choses, quoi. Être employé, c'est l'angoisse. Par contre, moi, je suis pas très promotion de l'entrepreneuriat, bizarrement. C'est très dur. D'abord, c'est un truc de privilégié. Moi, je peux le faire parce que j'ai pas de dette à rembourser de mes études. Il y a plein de raisons qui font que j'ai un filet de sécurité qui m'est propre. Et puis, j'ai fait les bonnes écoles. Donc, si ça merde, je retrouve un emploi, hein. Je pense pas que c'est le cas de beaucoup de gens. Quand on parle des réfugiés entrepreneurs, les personnes réfugiées, elles n'ont pas le choix. Elles font de l'entrepreneuriat parce que personne ne les embauche. Donc, c'est pas du tout la même position. Et il y a une énorme glorification, mais la santé mentale des personnes entrepreneuses n'est pas bonne. Toujours, tout le monde veut t'aider à démarrer. Personne n'est là quand c'est la merde. Si vous voulez vous entreprendre, allez-y, hein, vraiment. Mais ne vous faites pas avoir par la vision qu'on vous vend, sans jamais vous parler de la liquidation et du redressement judiciaire. Parce que sinon, vous allez être un peu surpris. Moi, j'aime pas être surprise. Et vous l'avez ressenti ça, vous avez eu parfois des problèmes de santé mentale pendant votre parcours dû au stress ou à d'autres choses? Complètement. Complètement. Et vous êtes tout seul, hein. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes tout seul. Vous devez être la personne qui décide, la personne qui design, donc l'opérationnel, vous devez faire la finance, vous devez faire le marketing, vous devez faire la communication, vous devez faire le PR, vous devez tout faire. Vous devez savoir tout, comme vous savez tout. Alors, si vous êtes perfectionniste en plus un peu comme moi, vous prenez un taquet parce que vous dites c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, donnez-moi du temps, mais on n'a pas de temps. Moi, j'ai eu un burn-out en 2018. C'est bien passé parce que j'ai été bien accompagnée, etc. Mais ça aurait pu mal finir. Je ne crois pas qu'on ait envie qu'on fasse la chose pour le statut. Parce que c'est faire cher payer le statut. Il y a des statuts qui sont, à mon avis, plus sympas et mieux payés. C'est quand même, je sais pas, les chiffres, c'est 9 sur 10 qui ratent. Le nombre d'entrepreneurs que j'ai vu aller mal. Est-ce que vous pensez pas que si vous aviez eu un associé comme vous avez eu, je crois, au début, ça aurait été plus facile peut-être? Clairement. L'entrepreneuriat seul,
C'est 1000 fois plus difficile qu'être à 2 et qu'être à 3. Et du coup, pour revenir plus sur ce que vous faites notamment à Systech ou dans les autres startups que vous avez montées, c'est souvent pour la cause des réfugiés notamment, et d'où vous vient cette sensibilité? J'ai grandi dans le Nord. Bon, vous connaissez, hein, il y a l'histoire de Calais. Je crois que par ma formation académique de Sciences Po, de LSI, j'ai vite compris, en tout cas, je crois comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que ces morts pourraient être évitées et qu'il y a une décision politique que ça ne s'arrête pas. Et moi, ça me rend furieuse. Ça me rend furieuse que des gens décèdent alors qu'on pourrait éviter que ça décède. Je ne dis pas que c'est évident, hein. Je tiens à ça. C'est pas évident, mais il faut une volonté politique et il faut du budget. Et il me semble qu'on peut faire mieux et c'est faisable en fait. Donc, Et justement, par rapport à ça, peut-être on dérive un peu, mais vous pensez pas que c'est plus du ressort du gouvernement de faire quelque chose, et que à l'échelle, que ce soit d'une personne ou même d'une entreprise, on peut pas vraiment solutionner le problème, et que c'est peut-être, je sais pas, hein, mais c'est peut-être plus direct en tout cas de faire de plaidoyer entre guillemets face au gouvernement. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. eh ben, vous avez sûrement raison en partie parce que effectivement, le nerf de la guerre de ce problème, il est politique. Maintenant, et ce sera au plan politique qu'on réglera beaucoup des problèmes qui ont été commencés par le politique. S'il n'y avait pas l'accord du Touquet, où on a des gens qui sont payés par les Anglais pour faire la frontière en France, si on n'avait pas autant de police, voilà, etc. Maintenant, mon parti pris, c'est de dire qu'on ne va pas avoir une amélioration en politique dans les 10 prochaines années, 15 prochaines années. Mais au-delà de mes prédictions politiques, j'avais fait Sciences Po. J'ai décidé de ne pas aller en politique parce que ça prend du temps, parce qu'ils sont assez déconnectés du terrain et pour des raisons qui se justifient. C'est un plan long terme. Enfin, je me suis mis dans ce truc-là depuis assez longtemps et parce que je me vois encore à 70 ans et peut-être en politique à 70 en disant voilà, j'ai 40 ans sur le terrain à voir les gens. Je pense que je sais de quoi je parle. Maintenant, on va changer les lois parce que j'ai bien vu depuis 40 ans ce qui se passe. Donc, c'était en venir à comprendre la réalité des choses, à créer des ponts avec les communautés réfugiées qu'aujourd'hui je connais plutôt bien, mais j'ai pas de monopole à ça. Et de faire changer les choses concrètement, parce que quand on vous dit qu'il n'y a pas de solution, c'est faux. Et ça, je pense que c'est important de le savoir en tant que citoyen. J'ai un côté un peu américain en moi, c'est j'attends pas que l'État fasse les choses, je vais le faire moi-même. Aujourd'hui, ça marche ce qu'on fait et on montre à l'État et aux acteurs de l'État qui travaillent sur ces questions. Ils sont là, mais comment faites-vous? Comment faites-vous pour que ces femmes restent dans vos programmes alors que vous leur donnez pas d'argent pour rester dans les programmes? Comment faites-vous pour que ces femmes retrouvent un emploi? Et ils sont surpris et ils découvrent des choses avec nous qu'ils n'avaient jamais pensé. Or, c'est des choses hyper simples. Mais donc moi, j'ai pas dit mon dernier mot en politique. Mais je pense que ce sera mieux de faire de la politique en ayant bien compris les ressorts du terrain et de la réalité du terrain. Et par rapport aux gens que vous aidez, ou en tout cas que vous accompagnez, on était un peu étonnés de voir que c'était que des femmes. Il y a une raison particulière à ça, ou pas du tout? C'est fait comme ça? Non, non, non. C'est une intention. Les femmes réfugiées, elles sont beaucoup plus vulnérables que les hommes réfugiés. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'elles sont femmes, donc elles sont vulnérables physiquement, voilà, pendant le trajet et puis après le trajet. La deuxième chose, c'est qu'on va les déclasser sur le marché du travail. Elles ne vont pas retrouver des métiers à la hauteur de leurs compétences, mais c'est pire que les hommes. Elles vont souvent être plus au chômage que les hommes. Bref, il y a plein de vulnérabilités qui s'ajoutent. Ce que j'ai remarqué, c'est que les associations pour les réfugiés avaient très peu de femmes réfugiées dans leur programme. Et en nous posant des questions, ben, c'est parce qu'elles s'occupent des enfants, parce qu'elles travaillent dans un métier très, très manuel et qu'elles n'ont pas le temps de sortir, etc. Et les femmes réfugiées, c'est en France, on est sur 46%, je crois, au dernier chiffre, des personnes réfugiées, donc
Il n'y a pas de raison à ce qu'elles soient moindres dans les programmes. Et donc, il m'a semblé que c'était assez juste de faire un programme que pour les femmes, vu qu'elles ne rentraient pas dans les programmes qui existaient pour la plupart, vu que personne ne s'adaptait à leurs besoins, qui est la demande du babysitting qu'on paye nous et qu'aucune autre association avant le Covid aurait pensé à faire. Complètement dingue. Elles ont sûrement pas souvent le permis de conduire parce que pour des raisons X ou Y, elles ont grandi un peu dans un patriarcat qui leur a dit non, non, je veux pas que tu puisses conduire. Toutes ces raisons-là. Et donc, on a fait un programme dédié à ces femmes. Et c'est vrai que dans un point de vue stratégique, j'ai envie de dire, non seulement sur le plan genre concret, de l'impact concret qui fait que ces femmes retrouvent un emploi, qu'elles sont super bonnes, qu'elles y restent, etc. Sur un plan stratégique, comme le sujet est très politisé, que les gens ont des idées des réfugiés dans la tête. Quand vous dites femmes réfugiées, alors là, ils n'ont pas d'image. Mais ils ont l'image de quelqu'un d'hyper vulnérable. Et là, alors là, le ton change complètement. Et puis, on n'est plus dans la politique, on est sur une femme. Et tout ça. Et donc, ça aide énormément parce que comme ça, on retire le politique dans la... Voilà, on a une femme qui n'est pas d'ici, qui ne parle pas la langue, mais qui s'en sort vachement bien et qui était assistante du CEO en Afghanistan pour une telco. Bon, ok, vous faites quoi avec elle? Et voilà. Donc, c'est stratégiquement, c'est pas mal. Et même type de question un peu, mais pourquoi la tech? C'est particulier comme univers, non? Justement, un univers qui est plus genré masculin. Alors, pour plein de raisons. La première des premières, moi, c'est mon réseau. Donc, j'allais travailler que dans le réseau que j'avais au départ, si je voulais filer un coup de main. Les femmes étaient curieuses de ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont des carrières de mathématiques, scientifiques, parce que voilà. D'ailleurs, maintenant, on a plein de procureurs. Hein. Les procureurs, c'est les gens qui foutent des gens en prison. Et puis, quand le gouvernement change et qu'ils sont pas contents, qu'ils n'aiment pas la justice, ben, ils n'aiment pas les procureurs. Donc, ça devient des réfugiés. Et donc, c'est des gens qui ont mené des forensic investigations. Ça veut dire des gens qui savent vachement bien faire de la cybersécurité, en fait. C'est pas mal. Le secteur de la tech, c'est un secteur où ça embauche. En tout cas, quand on avait commencé, ça a embauché à mort, 2018. C'est un secteur qui dit on veut des femmes. Alors, à l'époque, maintenant, il ne le veut plus. C'est un secteur qui, on peut apprendre les outils et les compétences en ligne. Si vous êtes bûcheron, bah, ça sera plus compliqué. Donc nous, il nous s'agissait de ne pas avoir des femmes dans une salle et puis de leur apprendre des choses qu'on ne peut pas apprendre en ligne. C'était de dire, voilà, il y a des MOOC en ligne, il y a des cours en ligne qui sont validables. Tu es à Montpellier, tu es à Marseille, tu es à Calais, et tu as un ordinateur, tu as une box Wi-Fi par Systech et tu peux les faire. Et puis c'est une reconversion. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser les compétences qu'elles avaient dans le métier de passé pour les remettre dans ces métiers-là. Il y a beaucoup de ponts à faire, comme je vous dis, pour les procureurs qui peuvent aller en cybersécurité beaucoup plus facilement parce qu'elles ont déjà les logiques de comment on traque les criminels et quelles sont les procédures. Et on ne veut pas qu'elles soient réfugiées deux fois. Vous savez bien que le monde est en train de devenir digital et si elles n'ont pas une compréhension du digital, et ben, elles vont être réfugiées deux fois, réfugiées de ce monde et réfugiées du digital. Il est très important que les populations qui vont se faire targeter politiquement, qui ont des contenus qui sont religieux, politiques, qui ont des contenus qui sont faux, et puissent avoir du recul sur ce qu'est Internet et comment c'est produit. Et l'IA, par exemple, c'est un enjeu là. Si vous leur dites que c'est une vraie personne, elles peuvent penser que c'est une vraie personne qui leur parle. Bien sûr que franchement, la moitié quand même, elles comprennent très vite. Hein. Mais malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Oui, mais c'est sûr que c'est intéressant ce concept de pouvoir être deux fois réfugié, ce qui est vraiment, ce qui serait vraiment regrettable de réussir à les intégrer et que finalement, au bout de quelques années, elles soient de nouveau dans l'incompréhension face justement à toutes ces transformations digitales. Voilà, et c'est le dernier point qui fait la raison du détail, c'est qu'on savait qu'elles auraient une progression linéaire dans la société comme ça. Ce que je vois dans des programmes qui les remettent dans des emplois, ils les remettent dans des emplois de caissière ou dans des emplois manuels qui sont ensuite supprimés par l'IA ou par d'autres trucs. Et en fait, elles reprennent dans un programme d'État ou pas, j'en sais rien. Ça, j'ai pas de données. Je vous dis ça, mais c'est une image. Et ben, c'est bien emmerdant parce qu'on a dépensé l'argent de l'État et des programmes pour qu'elles rentrent dans un emploi, pour qu'elles se retrouvent au chômage après. Nous, c'est très rare qu'elles se retrouvent au chômage après. Mais d'un autre côté, le fait qu'à la fois elles soient réfugiées, à la fois qu'elles soient des femmes dans le monde de la tech, est-ce que ça leur a pas posé des problèmes d'insertion dans les emplois qu'elles retrouvaient, genre, par exemple? Alors, le fait d'être réfugiée, j'ai jamais vu ça que c'était un problème pour elles. Le vrai problème, ça va être deux choses. Enfin, les challenges, les défis qu'on a. Le premier, c'est en France, les femmes voilées, ça passe mal. Et la deuxième chose, c'est le fait d'être femme dans un milieu masculin qui est généralisé à toutes les femmes.
Certaines ont dit vraiment la culture geek, etc. Donc nous, on prend soin de choisir les bonnes entreprises, enfin les entreprises qui ont un soin d'avoir des femmes dans leurs équipes et qui ont un accompagnement, une inclusivité. Mais il y en a certaines qui ont trouvé un super emploi CDI dans des boîtes, des très belles boîtes, mais il n'y avait que des hommes. Et elles nous ont dit, c'est terrible, quoi. Ouais. Ce qui est difficile, c'est plus maintenant de faire rentrer des femmes dans la tech, même si les chiffres sont pas bons. Mais il y a tellement de programmes pour ça, c'est de les garder. On parle rarement du sujet de garder ces femmes dans la tech. Les femmes, elles partent après 35 ans en moyenne dans la tech. Elles restent pas trop longtemps. C'est compliqué. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de... Enfin, il y a plein d'enjeux, en fait, auxquels on pense pas forcément pour des questions aussi spécifiques, quoi. Donc, Ouais. Mais on a d'autres challenges, je veux dire. Et après, voilà, monter une boîte qui s'occupe des gens et qui veut une vie meilleure aux gens et faire du social, hein. C'est dur. J'aurais dû faire juste de la tech. Ça aurait été très bien. Et puis, vous vous rendez compte que vous avez un impact positif, mais vous avez un impact aussi négatif. Et ça, il faut le dire. C'est pas parce que vous faites du non-profit que vous faites que du bien. L'impact négatif, c'est quand des femmes rentrent dans des boîtes où il n'y a que des geeks et tout ça, elles vont être victimes de harcèlement. Ben, en partie, on l'a provoqué parce qu'on les a emmenées dans un secteur qui n'est pas terrible. Donc, en partie, on n'est pas responsable, mais on est en partie prenante de trouver des solutions. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire de manière parfaite en une fois. Il y aura toujours des causes externes qui vont faire que peut-être que ce qu'on fait, même si on a les plus belles intentions du monde, ça ne marchera pas forcément directement, quoi. Surtout dans ce genre de milieu en plus. Oui, c'est cool. C'est compliqué. Du coup, peut-être une question pour conclure. C'est un peu cliché, mais est-ce que vous auriez des regrets sur votre parcours, des choses que vous auriez aimé changer si vous vous revoyez plusieurs années en arrière? Alors, j'ai pas beaucoup de regrets sur les échecs. En fait, les échecs, ils viennent souvent dans nos limites et nous montrer quelque chose et on apprend. Et en fait, quand on apprend, ben, on gagne. Donc, je dirais que c'est important de dire que je ne veux pas vous citer un échec, qu'ils font partie intégrante de l'aventure. Un truc qu'il faut peut-être que vous sachiez si vous vous lancez, c'est que vous créez un truc et en fait, vous créez le job idéal que vous aurez voulu faire et puis en fait, vous le donnez aux gens. Puis vous gérez les gens qui font le boulot que vous auriez voulu faire. Et c'est la plus grande frustration, je pense, que dans l'entrepreneuriat, c'est qu'au final, vous auriez juste voulu donner mais le nombre d'entrepreneurs avec qui ça résonne, cette phrase. Mais si vous devenez employé, juste essayez de vous mettre dans la peau des autres le plus possible. Parce que si vous travaillez trop à la logique stéréotypée des rapports de force, vous allez passer à côté de en fait, ce qui se passe réellement. Merci d'avoir pris le temps et de trouver que notre projet est intéressant, surtout qu'il est non-profit et qu'il ne fait pas de l'argent. Enfin, il fait de l'argent. C'est ça qui est marrant. Les gens, parce que moi j'ai fait du for profit, les gens qui font de l'entrepreneuriat for profit, bon, bien évidemment, à la fin de la journée, ce qu'ils regardent, c'est combien de profit on a fait, est-ce que je rapporte au board, etc. C'est ça qui, en grande partie, les motive. Et puis, il va y avoir l'exit si on est dans la tech. Dans ce que je fais, on fait du profit. Mais ça, ils ne le savent pas. Les gens dans le for profit, ils font bah non, c'est pas possible, tu ne fais pas de profit. Bah si. Quand je vais aller chercher beaucoup d'argent et que je fais des grosses rentrées d'argent par mon fundraising avec des donations, si j'ai plus de donations que de dépenses, j'ai fait un profit. La différence, c'est que ce profit, il ne va pas dans les poches des actionnaires, il ne va pas dans les poches d'une augmentation de salaire ou d'un bonus. Il est juste remis pour l'année prochaine sur les activités qu'on a. Et donc, c'est assez marrant parce qu'il faut un business model quand on fait ces entreprises-là. Et c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs dans le privé ne comprennent pas for profit. Ils disent non, mais... Ouais, bref, c'est assez marrant. Mais oui, mais merci beaucoup, c'est vraiment hyper intéressant tout votre projet, votre vision de l'entrepreneuriat. Enfin, on a trouvé ça. En tout cas, moi, je trouvais ça vraiment très intéressant et ça change de d'autres interviews qu'on a pu faire. Enfin, c'est un point de vue qui est assez unique, je trouve. Donc, c'est hyper intéressant.